Imagine une entreprise qui vend les pelles et les pioches de la ruée vers l'IA. Pas les puces, pas les serveurs, pas les logiciels, mais les machines qui permettent de fabriquer les puces les plus avancées du monde. Et cette entreprise, c'est Lam Research. Et sur le papier, l'histoire est magnifique. Donc l'IA explose, les besoins en semi-conducteurs augmentent, les puces deviennent plus complexes, et plus les puces deviennent complexes, plus les fabricants ont besoin d'équipements ultra précis. Et c'est exactement là que Lam Research intervient. Mais attention, donc le piège avec Lam, c'est que tu peux avoir raison sur l'entreprise et quand même payer l'action trop cher. Pourquoi ? Parce que Lam Research est une entreprise exceptionnelle, mais dans une industrie très cyclique. Ça change tout. Ce n'est pas un logiciel avec des abonnements prévisibles, ce n'est pas une marque de luxe avec une demande relativement stable. Lam vend des machines industrielles très chères, des machines donc que ses clients achètent quand ils investissent massivement dans leurs usines. Et quand ces clients ralentissent leurs investissements, les commandes peuvent tomber vite, très vite. Donc les questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que Lam Research est une belle opportunité au prix actuel ? Et surtout, est-ce que le marché ne price pas déjà un scénario presque parfait ? C'est ce qu'on va analyser ensemble pour comprendre si cette action peut avoir sa place dans un portefeuille long terme discipliné. Et comme toujours, donc ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est une analyse pédagogique. Tu restes responsable donc de tes décisions. Alors Lam Research, pour comprendre Lam Research, il faut d'abord comprendre une chose simple. Fabriquer une puce, donc ce n'est pas imprimer un composant électronique, c'est plutôt donc comme construire une ville microscopique, couche après couche, et chaque couche doit être déposée avec une précision extrême. Puis certaines parties doivent être retirées, gravées, nettoyées, contrôlées. Tout ça donc à une échelle tellement petite qu'on parle parfois d'atomes. Donc Lam Research est spécialisé dans ces étapes critiques. Ces deux grands métiers historiques sont la déposition et la gravure. Alors la déposition, c'est le fait de déposer une matière sur une plaque de silicium, et la gravure, donc qu'on appelle etch en anglais, c'est le fait de retirer une partie de cette matière avec une précision extrême. Donc en très simple, Lam aide les fabricants de puces à poser la bonne matière au bon endroit, puis à retirer exactement ce qu'il faut, ni trop et ni trop peu. Et donc dans les semi-conducteurs modernes, cette précision est absolument vitale. Mais il y a aussi un troisième pilier à ne pas négliger, c'est le nettoyage. Et donc ça peut sembler moins impressionnant que la gravure ou la déposition, mais dans les semi-conducteurs, donc le nettoyage est absolument critique. Parce qu'à cette échelle, donc une poussière minuscule peut ruiner une puce entière. Et quand tu travailles donc presque à l'échelle atomique, la moindre particule peut créer un défaut. Et un défaut donc peut réduire le rendement. Et le rendement, c'est le pourcentage de puces utilisables à la fin du processus. Plus ce rendement est élevé, plus l'usine est rentable. Donc le nettoyage n'est pas une étape secondaire, c'est vraiment une étape qui protège directement la rentabilité des clients. Donc pour résumer, Lam Research intervient sur 3 gestes industriels fondamentaux. Donc déposer la matière, la retirer avec précision, puis nettoyer pour éviter les défauts. Et donc plus les puces deviennent complexes et plus ces 3 étapes deviennent sensibles. Donc au final, Lam vend des équipements de fabrication donc de wafer. Donc un wafer, c'est une grande plaque de silicium sur laquelle donc on fabrique plusieurs puces. Et donc ces clients sont les grands fabricants de semi-conducteurs. On parle notamment des fabricants de mémoire, des fondeurs et des producteurs de puces logiques. Donc la mémoire, c'est par exemple la DRAM et la NAND. Donc la DRAM sert notamment à stocker temporairement les données utilisées par les processeurs. La NAND sert au stockage permanent, comme dans les SSD, donc les disques durs. Et les fondeurs, eux, c'est les boîtes qui fabriquent des puces pour d'autres entreprises. Donc là, on peut parler de TSMC par exemple, ou Intel. Donc voilà, dans son dernier trimestre publié, donc Lam Research explique que son chiffre d'affaires vient principalement de 2 blocs. Donc d'un côté, on a les ventes de systèmes, donc ce sont les machines vendues aux fabricants de semi-conducteurs, et de l'autre, c'est le support client. Donc cela inclut les services, les pièces détachées, les mises à niveau et certains équipements ce qu'ils appellent donc les non leading edge, Et donc sur le premier trimestre 2026, donc Lam Research a généré 3,73 milliards de dollars de revenus dans les systèmes et 2,11 milliards de dollars dans le support client. Et donc cette deuxième partie est vraiment très importante parce qu'une fois qu'une machine Lam est installée dans une usine, elle doit être entretenue, optimisée, améliorée. Et donc ça crée vraiment une forme de revenu plus résilient. Pas totalement récurrent comme un abonnement logiciel, mais plus stable que la vente pure de nouvelles machines. Et c'est vraiment une première nuance importante, c'est que Lam Research reste cyclique, mais son activité de support rend le modèle moins brutal qu'un pur vendeur d'équipements neufs. Donc voilà, maintenant que tu comprends le métier de Lam Research, la question suivante, donc, c'est est-ce que le business c'est vraiment de qualité ? On va voir donc les qualités de Lam Research. Et justement, donc, au niveau des qualités, donc, la première, c'est la barrière technologique. Puisque quand tu fabriques donc des puces avancées, tu ne peux pas te permettre l'à peu près. Une erreur microscopique peut détruire le rendement d'une usine entière.
Et le rendement, donc, c'est la proportion de puces utilisables à la fin du processus, et donc plus le rendement est élevé, plus l'usine est rentable. Donc les clients ne choisissent pas seulement la machine la moins chère, ils choisissent la machine qui fonctionne, celle qui réduit les défauts, celle qui s'intègre dans leur processus, celle qui permet donc de produire à grande échelle. Donc c'est là qu'une notion devient essentielle, c'est le coût total de possession. Et le coût total de possession, eh bien, c'est le vrai coût d'une machine sur toute sa durée de vie. Pas seulement son prix d'achat, mais il faut aussi compter donc la maintenance, les arrêts de production, la consommation, les défauts, la productivité et l'impact sur les rendements. Et dans une usine de semi-conducteurs, eh bien, une machine moins chère peut coûter très cher si elle crée trop de défauts. À l'inverse, donc une machine plus chère peut être très rentable si elle produit mieux, plus vite et avec moins d'erreurs. Et c'est pour ça donc que Lam Research peut défendre des marges élevées. Ses clients ne paient pas seulement une machine, ils paient une performance industrielle, ils paient de la fiabilité. Ils paient une meilleure probabilité de sortir plus de puces utilisables à la fin du processus. Et dans une usine donc, qui coûte plusieurs milliards de dollars, cette différence peut valoir énormément. Et dans ce secteur justement, eh bien, la confiance se gagne sur des années, et c'est là que Lam a un avantage. Une fois qu'un fabricant de puces qualifie un équipement pour une étape de production, eh bien, il a tendance à le garder longtemps pour cette application. Et changer de fournisseur peut coûter cher, prendre du temps et créer des risques industriels importants. Et ça, c'est un point essentiel. Lam ne vend pas seulement une machine, elle vend de la fiabilité dans un processus où l'erreur coûte très cher. Ensuite, deuxième qualité, eh bien, c'est que l'entreprise est positionnée sur des étapes qui deviennent de plus en plus importantes. Donc les puces ne progressent plus seulement parce qu'on réduit leur taille, elles progressent aussi parce qu'on empile davantage de couches, parce qu'on utilise de nouveaux matériaux, parce qu'on complexifie les architectures. Et cette complexité, elle augmente le besoin en déposition et en gravure. Autrement dit, donc plus les puces deviennent sophistiquées, plus les technologies de Lam deviennent importantes. Et c'est exactement l'histoire que l'entreprise raconte dans son rapport annuel. Lam explique que l'IA entraîne de nouvelles architectures de puces et de packaging, plus intensives en déposition et en gravure. Donc l'entreprise estime aussi que les constructions de data centers pourraient nécessiter environ 200 milliards de dollars d'équipements de fabrication de wafers sur les 5 prochaines années. Ensuite, donc on enchaîne la troisième qualité, c'est que Lam investit massivement en recherche et développement. Donc là, en clair, donc c'est que l'argent dépensé pour inventer les prochains produits, donc là, Lam investit donc a dépensé donc en 2025 2,1 milliards de dollars en R&D. Donc là, c'est indispensable vraiment parce que dans ce secteur, si tu ralentis l'innovation, tu peux perdre ta place. Les clients ne t'attendent pas et les concurrents non plus. Donc c'est vraiment indispensable d'investir vraiment en R&D et d'être efficace sur ce point. Ensuite, quatrième qualité, c'est le support client. Et Lam indique justement avoir une base installée proche de 100 000 chambres. Et une chambre dans ce contexte, donc, c'est une partie de l'équipement utilisé dans le processus de fabrication. Et donc plus cette base installée est grande, plus Lam Research peut vendre du service, des pièces, des upgrades et des solutions d'optimisation. C'est un peu comme une sorte d'effet boule de neige. Plus tu as de machines installées, plus tu peux générer du revenu après la vente initiale. Mais il ne faut pas non plus transformer cette qualité en illusion, parce que Lam n'a pas donc la prévisibilité d'un Microsoft ou d'un Adobe, c'est pas du SaaS, quoi. Lam dépend encore quand même beaucoup des cycles d'investissement des fabricants de puces. Et c'est précisément donc ce mélange qui rend l'analyse intéressante. Un business de très grande qualité, mais une industrie aussi très exigeante. Alors regardons maintenant les chiffres, et on va voir si les chiffres nous confirment cette qualité. Et donc sur le dernier trimestre publié, donc Lam Research a publié justement des chiffres très solides. Donc l'entreprise a généré 5,84 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est une hausse de 9% par rapport au trimestre précédent. La marge brute, elle ressort à 49,8% et la marge opérationnelle atteint 35%. Et le bénéfice par action, lui, ressort à 1,45$. Donc ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement la croissance, c'est vraiment la rentabilité. Une marge opérationnelle de 35% pour une entreprise industrielle, c'est très élevé. La marge opérationnelle, donc, c'est ce qui reste en fait au final après les coûts de production et les dépenses opérationnelles. Donc en simple, sur 100$ de chiffre d'affaires, Lam conserve environ 35$ de résultats opérationnels. Donc c'est énorme. Cela montre vraiment que Lam ne vend pas une commodité, elle vend une technologie critique. Et quand la demande est forte, eh bien, le modèle dégage beaucoup de leviers opérationnels. Et le levier opérationnel, eh bien, c'est l'effet qui fait que les bénéfices peuvent monter plus vite que le chiffre d'affaires. Parce qu'au final, une partie des coûts est déjà là. Donc quand les revenus accélèrent, une part importante de la croissance tombe directement dans les profits. Ensuite, côté cash, l'entreprise reste très solide. Donc le free cash flow au premier trimestre 2026 ressort donc à environ 810 millions de dollars. Donc le free cash flow, c'est l'argent qui reste dans les caisses en fait après les dépenses nécessaires pour maintenir et développer l'activité. Donc c'est ce cash au final qui permet de racheter des actions, payer des dividendes ou renforcer le bilan, ou même donc investir dans la croissance.
Et donc sur le premier trimestre 2026, justement, Lam Research a racheté pour 796 millions de dollars d'actions et versé 326 millions de dollars de dividendes. C'est donc une entreprise qui rend beaucoup d'argent à ses actionnaires. Mais là encore, donc, il faut rester lucide, le cash au bilan donc, est passé de 6,20 milliards de dollars à 4,77 milliards de dollars entre donc, décembre 2025 et mars 2026. Donc cette baisse vient notamment des retours aux actionnaires, du remboursement de la dette et des investissements. La dette long terme, elle s'élève à donc autour de 3,73 milliards de dollars. Donc le bilan n'est pas fragile quand on compare le free cash flow à la dette long terme. Mais ce n'est pas non plus une entreprise assise sur un cash net gigantesque. À ce stade, donc le diagnostic est clair. Si on conclut sur la partie chiffres, sur la partie quantitative, Lam Research est très rentable, elle génère beaucoup de cash, elle rachète ses actions, elle bénéficie d'un cycle porteur. Mais pour comprendre donc, si cette dynamique peut durer, il faut regarder l'environnement. Parce que Lam donc, ne décide pas seule de son destin, elle dépend d'un marché bien plus grand qu'elle. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le marché de Lam Research, c'est celui des équipements de fabrication de semi-conducteurs. Donc dans l'industrie, on parle de WFE, donc pour Wafer Fabrication Equipment. Donc en français, simplement, c'est les équipements nécessaires pour fabriquer les puces sur des wafers. Et aujourd'hui, donc, ce marché est porté par une tendance puissante avec l'explosion des besoins en calcul, donc l'IA, le cloud, les data centers, la mémoire haute performance, des puces plus avancées et un packaging plus complexe. Et donc tout ça pousse les fabricants de semi-conducteurs à investir davantage. Et donc Lam a d'ailleurs relevé ses perspectives pour 2026. L'entreprise parle donc d'un marché WFE autour de 140 milliards de dollars en 2026, avec un biais à la hausse. Donc c'est vraiment un signal important. Cela veut dire que la demande client est plus forte que prévu, et ce n'est pas concentré donc sur un seul segment, parce que Lam explique que les projections de dépenses clients sont plus élevées dans tous les segments, que ce soit dans la mémoire, donc dans la NAND et la DRAM, dans toute la partie foundry, la partie logique, et dans la partie packaging avancée. Donc dans la NAND, les clients accélèrent leurs dépenses pour passer au-delà de 200 couches. Dans la DRAM, l'industrie évolue pour répondre aux besoins de puissance et d'efficacité de l'IA. Et dans le foundry et logique, Lam gagne de nouvelles opportunités. Et enfin, dans le packaging avancé, l'entreprise donc prévoit une croissance de plus de 50% de ses revenus en 2026. Donc le packaging avancé, en fait, c'est l'ensemble des technologies qui permettent d'assembler plusieurs puces ou composants de manière plus performante. Et ça, clairement, c'est crucial pour l'IA, parce que les systèmes d'IA ont besoin de faire circuler énormément de données très vite. Et pour ça, il ne suffit pas d'avoir une bonne puce, il faut aussi une architecture efficace autour de la puce. Et donc Lam est exposée à plusieurs tendances de fond, mais elle n'est pas seule, forcément. Ses concurrents sont très puissants. Et donc parmi ces concurrents, on retrouve donc Applied Materials, Tokyo Electron, ASML sur certains segments de l'écosystème, ASM International également dans certaines technologies de dépôt, Hitachi donc dans la gravure, dans l'etch, et enfin donc Scream SMS dans le nettoyage. Donc Lam indique elle-même que la concurrence est forte dans toutes ces lignes de produits, avec Applied Materials donc comme concurrent majeur donc en déposition, et Applied Materials aussi, Hitachi et Tokyo Electron comme concurrents importants dans la gravure. Donc ce n'est absolument pas un monopole, donc c'est plutôt une bataille entre quelques géants technologiques, une bataille donc où l'avantage se construit par l'innovation, la proximité client et l'exécution. Et pour l'instant, Lam semble bien positionné, mais un bon marché et une bonne position ne suffisent pas, il faut aussi regarder ce qui peut vraiment faire croître l'entreprise dans les prochaines années. Et donc là maintenant, on va voir les moteurs de croissance. Et le premier moteur, c'est l'intensité technologique. Donc plus les puces deviennent complexes, plus il faut d'étapes de fabrication, et plus il faut d'équipements sophistiqués. Et ça, c'est favorable à Lam, puisque l'entreprise veut augmenter son SAM, donc c'est-à-dire son marché réellement adressable, puisque aujourd'hui donc Lam vise une hausse de son marché adressable, donc de la zone environ autour des 30% du marché WFE vers le haut des 30%, donc pour finir autour des 40% de part de marché, donc sur la partie adressable du marché des WFE, donc ce qui représenterait environ 40% des 140 milliards à l'heure actuelle. Donc dit autrement, Lam ne veut pas seulement profiter d'un marché qui grossit, elle veut aussi capturer une plus grande part du gâteau. Donc voilà pour le premier moteur de croissance. Pour le deuxième moteur, c'est l'intelligence artificielle, mais pas l'IA comme mot magique comme on peut l'entendre souvent, mais l'IA comme contrainte industrielle, puisque les puces d'IA demandent plus de mémoire, plus de bande passante, plus d'efficacité énergétique, plus de packaging avancé. Et toutes ces exigences, elles augmentent les besoins en déposition, gravure et cuivre. Et c'est là donc que Lam peut profiter d'un effet structurel. Ensuite, le troisième moteur, c'est le Customer Support Business Group. Donc ça, c'est la partie support client, qui elle a atteint donc 2,11 milliards de dollars de revenus au premier trimestre 2026.
Donc c'était son premier trimestre au-dessus de 2 milliards de dollars. Et c'est important car cette activité peut rendre les revenus moins volatiles. Même quand les clients achètent moins de nouvelles machines, eh bien ils doivent maintenir les machines existantes, ils doivent optimiser leurs usines, ils doivent améliorer leur rendement. Et là, eh bien, peut monétiser cette base installée. Ensuite, le quatrième moteur, c'est l'innovation produit. Donc là, Lam cite plusieurs exemples récents, notamment on peut parler de Altus Halo pour certaines étapes avancées de déposition. Ensuite, on a Akara dans la gravure conductrice. Ensuite, on a Sabre 3D dans le cuivre et le packaging avancé. Donc ces produits ne sont pas juste des noms marketing, ils montrent vraiment que Lam cherche à rester au cœur des prochaines transitions technologiques. Ensuite, donc le cinquième moteur, c'est le cycle actuel. Clairement, la guidance du trimestre de juin, pour cette année, est très forte. Lam prévoit environ 6,60 millions de dollars de chiffre d'affaires, avec une marge brute de 50% et une marge opérationnelle de 36%. Et ensuite, donc un bénéfice par action à 1,65$. Donc à court terme, vraiment, la dynamique est clairement positive. Mais c'est ici donc qu'un investisseur doit faire attention, puisque quand tout va bien, les chiffres sont beaux, les marges montent, les analyses relèvent leurs prévisions, le marché devient enthousiaste. Et souvent, eh bien, c'est là que la valorisation devient vraiment exigeante. Et avant de parler de prix, eh bien, il faut regarder les risques, parce que sur Lam Research, le risque principal n'est pas caché, il est au cœur même du modèle et de l'industrie dans laquelle Lam Research exerce. Et donc le premier risque, eh bien, c'est la cyclicité. C'est vraiment le plus important, puisque Lam Research, on vend des équipements très chers à des clients qui investissent par cycle. Quand la demande en puces est très forte, les fabricants construisent ou modernisent leurs usines. Ils commandent des machines. Et là, eh bien, Lam encaisse. Mais quand les clients ralentissent, reportent ou annulent des projets, eh bien, les revenus peuvent se contracter rapidement. Et ça, c'est un risque cyclique. Et il compte beaucoup pour l'investisseur parce qu'une entreprise cyclique peut sembler peu chère au sommet du cycle, puis devenir beaucoup plus chère quand les bénéfices retombent. Donc ça, c'est le piège classique. On regarde le PE, on dit ouais, c'est pas si cher que ça, mais les bénéfices utilisés dans le calcul sont peut-être des bénéfices de haut de cycle. Donc voilà, pour le premier risque. Le deuxième risque, eh bien, c'est la dépendance aux dépenses d'investissement des clients. Donc ça se relie avec le premier risque, puisque Lam, au final, ne contrôle pas directement la demande finale. Elle dépend des décisions de quelques grands fabricants de semi-conducteurs. Donc si Samsung, SK Hynix, TSMC, Micron ou d'autres ralentissent leurs dépenses, eh bien Lam va le ressentir directement. Ça, c'est un risque structurel et cyclique à la fois. Structurel parce que le secteur fonctionne comme ça, et cyclique parce que ses dépenses varient selon les phases du marché. Ensuite, donc le troisième risque, eh bien, c'est la Chine et la géopolitique, parce que sur le premier trimestre 2026, donc 34% du chiffre d'affaires de Lam vient de Chine, et ça c'est énorme. Ensuite, il y a la Corée et Taïwan qui représentent donc chacune 23%. Donc clairement, l'entreprise est très exposée à l'Asie, et surtout elle est exposée aux restrictions américaines sur les exportations vers la Chine. Donc Lam le dit clairement dans ses facteurs de risque, les contrôles à l'export, tarifs, tensions commerciales et restrictions géopolitiques peuvent limiter sa capacité à vendre certains produits. Donc ça, c'est un risque réglementaire et géopolitique et il est très concret. Si les règles changent, une partie du chiffre d'affaires peut être touchée. Ensuite, le quatrième risque, eh bien, c'est la concurrence, puisque Lam est forte, mais Applied Materials, Tokyo Electron, ASM International et les autres, eh bien, ne dorment pas. Et dans ce secteur, chaque transition technologique peut redistribuer une partie des cartes. Donc si un concurrent gagne une étape clé chez un grand client, Lam peut avoir du mal à reprendre la place ensuite. Parce qu'une fois qu'un équipement est qualifié dans une ligne de production, le client a tendance à rester avec ce fournisseur pour cette application. Donc clairement, c'est une barrière à l'entrée, mais elle peut aussi se retourner contre Lam. Ensuite, donc enfin, si on continue, donc le cinquième risque, c'est l'exécution industrielle. Donc Lam doit fabriquer des machines complexes, les livrer à temps, gérer sa chaîne d'approvisionnement, maintenir la qualité et accompagner donc les clients partout dans le monde. Donc dans un cycle de forte demande, la difficulté n'est pas seulement de vendre, c'est aussi de produire, livrer et supporter sans dégrader les marges. Donc ça, on est sur un risque opérationnel. Le sixième risque, c'est la valorisation, et il est probablement le plus important au prix actuel, parce qu'une grande entreprise peut devenir un mauvais investissement si tu la paies beaucoup trop cher. Et c'est là donc qu'on va arriver au cœur de l'analyse, donc on va passer à la partie valorisation. Qu'au 4 mai 2026, au moment où j'enregistre, donc l'action Lam Research cote autour de $257. La capitalisation boursière est d'environ 323 milliards de dollars, et le PE donc ressort autour de 48 fois les bénéfices. Donc un PE de 48, ça veut dire quand même que le marché paie environ $48 pour $1 de bénéfices annuels. Donc c'est vraiment très élevé pour une entreprise industrielle cyclique. Alors bien sûr, il faut nuancer, Lam est en forte croissance, les bénéfices sont en train d'accélérer, le marché regarde donc surtout les bénéfices futurs, et le forward PE, lui, est environ à 36.
Donc le forward PE, c'est le PE, mais basé sur les profits attendus dans les 12 prochains mois. Donc c'est plus pertinent à regarder, surtout pour une entreprise qui accélère fortement. Mais même à 36 fois les bénéfices futurs, hein, ce n'est clairement pas donné, surtout pour une entreprise exposée à des cycles d'investissement. Donc le marché aujourd'hui ne valorise pas l'âme comme une entreprise moyenne, hein, il la valorise vraiment comme une entreprise de très grande qualité, avec une croissance forte, durable et une exécution presque parfaite. Et c'est là donc que la discipline d'investisseur devient importante. Tu peux reconnaître que l'âme est une entreprise exceptionnelle, tu peux reconnaître que l'IA augmente ses opportunités, que les derniers résultats sont excellents, mais tu dois aussi te demander quelle partie de cette belle histoire est déjà dans le prix. Et à mon avis, beaucoup de cette belle histoire est déjà dans le prix. Donc on va voir par exemple, on va partir sur trois scénarios simples, hein. Le scénario vraiment optimiste où le marché donc, du WFE reste très fort en 2026 et 2027, que l'IA continue de tirer la demande, que l'âme continue de gagner des parts dans la déposition, la gravure et le packaging avancé, que les marges restent autour de 35% et plus. Et bien dans ce scénario, l'action peut justifier une valorisation premium. Elle peut même continuer à monter si les bénéfices rattrapent progressivement le multiple. Mais ce scénario donc demande beaucoup de bonnes nouvelles. Alors que si on prend un scénario un peu plus central, classique, plus prudent, l'âme continue de croître, mais le cycle se normalise, les clients restent engagés, mais les investissements deviennent plus sélectifs. Les marges restent solides, mais ne s'étendent pas indéfiniment. Dans ce cas, donc, l'entreprise reste excellente, mais l'action peut offrir un rendement futur plus modéré, parce que la valorisation de départ est déjà très exigeante. Enfin, donc, on peut prendre un dernier scénario encore plus prudent. Donc là, on peut se dire que les dépenses d'équipement ralentissent, que la Chine devient plus compliquée, que certains clients reportent des commandes, les marges subissent une pression. Et bien dans ce scénario, le marché pourrait rapidement revoir ses attentes. Et sur une action valorisée à plus de 35 fois les bénéfices futurs, la baisse pourrait être violente. Même si l'entreprise reste fondamentalement bonne. Et c'est exactement la leçon donc avec les cycliques de qualité. Le danger n'est pas toujours dans le bilan, il est vraiment plus souvent dans le prix payé au mauvais moment du cycle. Donc on va passer au verdict final. Est-ce que Lam Research est une belle entreprise ? Bon, oui, très clairement. C'est un acteur clé de la fabrication des semi-conducteurs. Elle est positionnée sur des étapes critiques. Elle profite de la complexité croissante des puces. Elle bénéficie de la demande liée à l'IA. Elle génère des marges élevées et elle produit beaucoup de cash. Et enfin, donc elle redistribue aussi une partie importante de ce cash aux actionnaires. Mais au prix actuel, pour moi, ce n'est pas une belle action puisque je suis beaucoup plus prudent de ce côté-là puisque à environ 256$ par action et un multiple très élevé, le marché paie vraiment déjà très cher la qualité et la croissance de l'âme. Et pour un investisseur déjà actionnaire, la décision la plus rationnelle est peut-être de conserver, puisque surtout si l'achat a été fait beaucoup plus bas. Après, ça peut être aussi concevable de vendre une partie du bac justement puisque la valorisation est très très haute. Mais bon, soit vendre une partie ou conserver, ça ne me choque absolument pas, surtout si on a acheté beaucoup plus bas, puisque l'âme peut rester vraiment une belle ligne pour le long terme. Bon, il faut accepter forcément la volatilité et surveiller le cycle. Mais pour un nouvel investisseur, vraiment, je serais beaucoup plus patient. Moi, je ne suis pas investisseur de l'âme pour le moment. L'entreprise est excellente, mais il faut patienter. Une excellente entreprise, justement, dans une industrie cyclique, ne doit pas être achetée comme si le cycle n'existait pas. Si je devais ouvrir une position, aujourd'hui, j'attendrais vraiment un repli significatif. Une zone plus raisonnable pourrait commencer si le forward PE revient donc vers une fourchette plus proche de 22 à 25 fois les bénéfices attendus, soit la zone des 150 à 175$ sur les bénéfices donc attendus. Donc cela dépendra bien sûr, cela dépendra bien sûr des estimations de bénéfices, mais l'idée est simple, comme toujours, le but c'est d'avoir une marge de sécurité. Et les éléments à surveiller dans les prochains trimestres justement sont très clairs. D'abord la guidance, donc est-ce que l'âme va continuer de relever ses perspectives ? Ensuite il faut faire attention à la Chine, regarder si la part du chiffre d'affaires en Chine donc reste élevée. Est-ce que les restrictions d'export deviennent plus sévères ? Ensuite, troisième point, c'est les marges. Est-ce que la marge opérationnelle reste autour des 35% ou plus ? Ensuite, donc quatrième point, c'est le support client. Donc est-ce que la partie support client continue de croître et de stabiliser le modèle ? Et enfin, donc cinquième point, est-ce que les commandes et les commentaires donc sur le WFE, sur le marché WFE, est-ce qu'on va passer d'un discours d'accélération à un discours de normalisation ? Parce que dans ce cas, la valorisation pourrait vraiment être remise en question. Donc voilà, ma conclusion est la suivante. Lam Research, c'est probablement l'un des meilleurs moyens d'être exposé à la complexité croissante des semi-conducteurs, mais au prix actuel, ce n'est clairement pas une opportunité évidente. C'est une entreprise de très grande qualité, mais dans un cycle très favorable, mais avec une valorisation très très exigeante.
Et dans ce genre de situation, l'investisseur discipliné ne doit pas confondre admiration et décision d'achat. Parce qu'en bourse, justement, tu ne gagnes pas seulement en trouvant les meilleures entreprises, tu gagnes surtout en les achetant quand le prix te laisse encore une chance raisonnable d'avoir raison. Donc voilà pour l'analyse de Lam Research. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es actionnaire de Lam Research, si elle t'intéresse, si elle est en watchlist de ton côté. Et puis surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Merci.